Et l'invité de l'Info Week-end de ce dimanche est maître de conférence à l'Université Paris 2 Assas, chercheur au centre Thucydide, spécialiste des États-Unis. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur la société, le droit et la politique américaine, dont les biographies de Joe Biden, parues aux éditions Nouveau Monde en 2020, ou encore celle de Kamala Harris, parue aux éditions Nouveau Monde, c'était cette année. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Alors l'information de cette fin de semaine, c'est Washington qui appelle Israël à fournir des explications après avoir désigné comme terroristes 6 groupes palestiniens. D'après l'expert que vous êtes, faut-il voir là un simple rappel à l'ordre de la Maison-Blanche vis-à-vis d'Israël, ou est-ce un véritable coup de semonce de la part de Washington ? Oh, je crois que vous avez utilisé la bonne expression. C'est un rappel à l'ordre. En réalité, depuis que Joe Biden est aux manettes du pays, il essaie de s'imposer comme le leader de ce monde. Il a une idée assez précise de la façon dont ça doit être organisé et effectivement, les États-Unis, pour lui, sont au-dessus puisque c'est le bouclier d'Israël. Et il y a des choses qui ne se font pas, comme par exemple prendre des décisions sans en avertir Washington. C'est bien ce qui est reproché cette fois-ci à Israël. Pour l'instant, rien de plus grave que cela. Donc, c'est effectivement, on tape sur le bout des doigts en disant, écoutez, il faut nous avertir quand vous faites des choses aussi impliquantes vis-à-vis de votre voisin. Comment qualifieriez-vous la politique d'une manière plus générale, la politique israélo-américaine de Joe Biden, par rapport notamment à ses prédécesseurs que sont Barack Obama ou encore Donald Trump? Vous la qualifieriez de pragmatique, amicale, ambitieuse? Ah, mais si vous la comparez à celle de Donald Trump, forcément, on commence très fort. On va dire Oui. qu'on est un cran en dessous. C'est vrai que Donald Trump a fait de son lien avec Israël une colonne vertébrale de sa politique étrangère. C'était quand même assez clair pour tout un tas de raisons. D'abord lié à son entourage familial, politique et stratégique, puisqu'il y avait énormément de juifs autour de lui et qu'il a décidé que c'était effectivement un point très très fort dans sa politique, en espérant d'ailleurs ramener à lui le vote juif américain qui est très fortement ancré du côté démocrate, et de ce côté-là, il faut le reconnaître, il a échoué. Pour ce qui concerne Joe Biden, la relation elle est plus qu'amicale. C'est vrai que il y a là aussi dans l'entourage de Joe Biden des gens qui sont très pro-Israël, à commencer par la vice-présidente qui ne cesse de le répéter, qui a encore dû le répéter il y a quelques jours puisqu'il y a eu un petit incident. Mais son mari étant juif, forcément, elle est aussi amenée à être intéressée à ces questions-là. Et c'est vrai que c'est une position traditionnelle américaine pour élargir le tableau, puisque les Américains ont toujours été très fortement rapprochés d'Israël. Il y a une communauté très très forte aux États-Unis, et la grande réunion des Juifs américains, l'AIPAC, voit défiler tous les hommes politiques les plus importants. Encore récemment, c'était le défilé, puisque on s'approche d'élections importantes dans un an et qu'il faut avoir le soutien de cette communauté aux États-Unis. Donc la politique vis-à-vis d'Israël est regardée de très près aux États-Unis. Et comment réagit la communauté justement juive américaine? Alors elle est, encore une fois, elle est marquée démocrate, donc c'est vrai elle essaie de peser actuellement très fortement sur les décisions de Joe Biden. Elle réussit assez bien, hein. C'est vrai que de ce côté-là, ça correspond à peu près à ce qu'on veut faire. Par exemple, il y a eu un vote il y a à peine une semaine au Congrès, à la Hmm. Chambre des représentants, pour le financement d'un bouclier Du dôme de anti-missile, du fer. dôme de Hmm. fer en Israël. 1 milliard de dollars quand même, excusez du peu. 420 voix pour, 9 contre. Vous voyez, ça parle de ce soutien américain vis-à-vis d'Israël, qui encore une fois est à la fois démocrate mais aussi républicain. De ce côté-là, il y a pas de fracture très forte. Les 9 qui manquent sont des très progressistes qui sont très à gauche plutôt, je devrais dire, pour comprendre en langage français, qui sont pro-palestiniens plus que Comme pro-israéliens, Sanders par et exemple. qui, Hmm. Chez oui, les et démocrates. qui le signalent de cette façon-là. Mais ça reste très anecdotique quand même. Donc la communauté
juive américaine, en réalité, n'a pas véritablement de problème avec ce président, comme elle n'avait pas non plus dans le lien avec le précédent. Elle en avait avec Donald Trump pour d'autres raisons, Mhm. liées à son identité, à sa façon de faire de la politique et à son soutien très fortement marqué à Netanyahou. Avec Biden, il n'y a pas ce type de questions-là, donc ça se passe plutôt très bien. Alors, venons-en au dossier du nucléaire iranien, si vous le voulez bien. Il semblerait que le ton monte côté américain. Oui. L'administration Biden qui a indiqué qu'elle n'attendrait pas indéfiniment le retour de Téhéran à la table des négociations. En cas d'échec de la voie diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken confiait récemment à son homologue israélien Yair Lapid que toutes les options seraient sur la table. Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller, selon vous, avec l'Iran? Oui, oui, c'est la question du moment et effectivement, elle est très aiguë. Rob Malley, qui est le représentant des États-Unis sur cette question-là, sur la question iranienne, avait été plutôt optimiste en disant que les Iraniens allaient revenir à la table des négociations à Vienne. Et puis, c'est vrai que Raisi, le nouveau président iranien, a l'air de traîner des pieds, voire de prendre la direction inverse. Donc ça inquiète en Israël, ça inquiète aux États-Unis. C'est vrai que Yair Lapid et Anthony Blinken se sont retrouvés sur une position commune qui est liée d'ailleurs à leur histoire. Hein. Yair Lapid le rappelait, il disait nous sommes tous les deux des enfants De la de Shoah. gens qui ont connu De la... l'Holocauste et nous ne voulons pas avoir à vivre ce genre de choses de notre vivant encore. Donc la pression américaine se fait beaucoup plus forte parce que les Américains se rendent compte que plus on laisse traîner les négociations, bah, plus il y a de chances que ça amène vers la guerre et c'est pas possible. Donc il faut effectivement que tout cela accélère un petit peu. Donc la pression est montée dans les mots. C'est pas la première fois, hein, vous le savez bien sur votre antenne, vous en parlez régulièrement. Les montées en rhétorique, en vocabulaire sont fréquentes autour de l'Iran. Pour l'instant, on va se dire que c'est coup de semonce et qu'on en est là. Mais tout ça est à surveiller comme le lait sur le feu. Oui. Et vous pensez qu'on peut arriver à peut-être l'option militaire? Il y En tout aura cas, d'autres étapes je avant, pense. mais Oui, oui, il y a beaucoup d'autres étapes avant. Ce que je dirais pour répondre très directement à votre question, c'est que en effet, le président qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis n'est pas quelqu'un qui a peur de la guerre. Il n'en veut pas. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Il fait tout pour qu'il n'y en ait plus. Et on l'a vu avec l'Afghanistan, à n'importe quel prix. Il faut partir pour être dans un monde dans lequel les États-Unis ne sont pas en guerre. Et il ne s'occupe que des États-Unis là sur cette question-là. Pour autant, il n'a pas peur de la guerre si jamais elle doit redresser des torts ou ramener la paix. On se souvient que pour l'ex-Yougoslavie, c'est lui, Joe Biden, qui avait fait des pieds et c'est des vrai. mains pour que les États-Unis s'engagent avec l'ONU dans ce conflit, alors qu'à l'époque, personne n'en voulait aux États-Unis et qu'il avait eu gain de cause. Donc il sait aussi aller en guerre pour ce qu'il appelle la lutte pour le bien, pour redresser des torts, et c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc oui, s'il y avait un blocage avec l'Iran, on peut s'attendre effectivement au pire, et je crois que les Iraniens le savent bien. Alors, une autre source d'inquiétude ailleurs dans le monde, on va se déporter à Taïwan, avec cette crise taïwanaise qui inquiète. D'ailleurs, un grand quotidien régional titre à ce propos, la situation à Taïwan peut-elle déclencher une troisième guerre mondiale? Rien que ça. Rappelons que la Chine mène des incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan depuis un an. Ces incidents ont d'ailleurs ravivé les tensions entre la Chine et les États-Unis. Alors, même question, les États-Unis sont-ils prêts à entrer en guerre pour Taïwan? Très bien, même réponse. Je vais vous dire que la personnalité du président Biden fait que, effectivement, il ne faut pas l'écarter. Maintenant, pour étayer un petit peu cette réponse, je vais dire que il faut regarder le tableau de façon beaucoup plus large. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu après l'annonce de Biden qui disait si jamais Taïwan est envahi, nous n'hésiterons pas à recourir à l'option militaire. Beaucoup d'observateurs faisaient remarquer que la doctrine aux États-Unis, c'était de ne pas intervenir à Taïwan, mais d'aider Taïwan
à garder son indépendance. En réalité, je crois qu'on n'en est plus là, et c'est ce que Biden a voulu nous dire, parce que la région Indo-Pacifique aujourd'hui est une zone de très haute turbulence, et que ce n'est pas simplement la question de Taïwan qu'il faut regarder, mais c'est l'ensemble des pays de cette zone, en particulier le Japon, qui en a fait une doctrine là aussi, en disant que le sort de Taïwan et celui du Japon étaient liés, deux îles de cette zone, qui pensent que au Japon, on pense que si Taïwan tombait, le Japon serait la prochaine île à être visée. Et puis il y a tout le reste de la zone, que ce soit le Vietnam, la Corée du Sud, mais même en allant vers l'Australie ou l'Inde, tout le monde s'inquiète de la volonté hégémonique de la Chine, et les Américains qui sont en forte concurrence avec les Chinois sur beaucoup de plans, qu'ils soient commerciaux, militaires, stratégiques, cyber, ne veulent plus que les Chinois avancent, et en particulier qu'ils captent la mer de Chine pour eux seuls, comme ils sont en train de le faire. Donc les tensions sont extrêmement fortes. On n'en parle pas suffisamment à mon goût, parce Hmm. qu'effectivement, c'est quelque chose qui compte. N'oublions pas que nous avons là 60% de la population mondiale et les 2 tiers du commerce Et mondial. c'est très Donc nous sommes stratégique. impactés également. Oui, Mhm. oui, c'est absolument important. Et c'est pour ça que cette affaire des sous-marins, il n'y a pas très longtemps, avec la France, On va était y revenir, oui. si prégnante et importante, parce que effectivement, nous sommes nous aussi impliqués. C'est pas simplement une zone très lointaine que nous regarderions de loin. S'il y avait un conflit, bien sûr, nous serions touchés. Peut-être pas forcément de façon militaire, mais en tout cas, les retombées seraient extrêmement fortes. Et Biden, de ce côté-là, j'allais dire, montre les dents, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, il montre qu'il a des muscles et que les États-Unis ne comptent pas se laisser faire. Les États-Unis, excusez-moi, je suis un peu long, mais Je vous essaient en prie. de bloquer également la montée militaire de la Chine, qui s'arme de plus en plus, Mhm. même s'ils sont très loin des Américains. Le budget d'environ 200 milliards de dollars, il est de 750 milliards de dollars aux États-Unis. Donc c'est vrai que de ce côté-là, les Américains, qui ont toujours eu de supériorité et qui ont une présence très forte dans la région, ne serait-ce que par leur base et puis par tous les bateaux sous-marins, paquebots et pas paquebots, porte-avions plutôt, qui sont dans la zone, pèsent énormément. Alors, après le chef de la diplomatie américaine début octobre, c'est la vice-présidente américaine qui viendra à Paris. Ça sera la mi-novembre. Kamala Harris doit officiellement y assister au forum de Paris sur la paix. Cette visite à Paris, prévue donc pour les 11 et 12 novembre prochains, est-elle, selon vous, la preuve d'un réchauffement des relations franco-américaines après cette fameuse crise des sous-marins dont on parlait à l'instant? Écoutez, moi, j'y vois surtout la preuve que Kamala Harris a de bonnes chances de devenir un jour président des États-Unis, puisque c'est vrai qu'on la voit Première dans le femme circuit des États international. à la Mais présidence des oui, on la États-Unis. voit dans le circuit international sur quand même des choses très importantes. On parlait de Taïwan il y a 2 secondes. En août, elle était au Vietnam et à Singapour, et elle s'adressait à la Chine en menaçant la Chine de sa volonté hégémonique. Donc elle prenait une parole forte sur le plan international. Aujourd'hui, bien sûr qu'elle va rencontrer Emmanuel Macron, mais elle va surtout participer au Forum de la paix, donc à la stabilité Mm. mondiale et à la pacification des relations entre les peuples. Rendez-vous compte, ce n'est pas rien. Celle qui a été procureure de San Francisco a fait beaucoup de chemin pour effectivement porter ce discours au nom des États-Unis. Donc on peut toujours ramener ça au réchauffement avec la France, mais je crois que c'est beaucoup plus large que cela, ce qui est en train de se passer, beaucoup plus important, et c'est ce qu'il faut retenir. Kamala Harris est en train de s'épaissir en tant que femme politique, et de prendre une dimension énorme sur le plan de la planète. Alors après, anecdotiquement, c'est vrai qu'elle va discuter avec Emmanuel Macron, et que le réchauffement, si on veut y voir un réchauffement, va se faire. Pour moi, il n'y a jamais eu de refroidissement. Il y a eu un effet de manche politique, parce que il y avait dans cette zone Indo-Pacifique dont nous parlions tout à l'heure des intérêts divergents, et que la place de la France était à garder. Donc notre ministre Le Drian a monté le ton pour faire savoir que les Français étaient là aussi, et qu'ils avaient une autre voie à défendre que celle de la voie confrontationnelle directe avec la Chine. Donc, selon vous, l'avenir, enfin Kamala Harris, à propos de laquelle vous avez consacré d'ailleurs un excellent ouvrage, vous lui prêtez un avenir Merci. politique présidentiel? Je lui prête un avenir
très grand, effectivement. D'abord pour une raison assez simple, c'est que les démocrates, par tradition, donnent toujours l'investiture au Le vice-président vice-président. sortant Mmh. si le président ne se représente pas. Or, le vice-président sortant est une vice-présidente, c'est bien elle, Kamala Harris, et qu'aujourd'hui, personne au sein du parti ne discute son leadership. Donc, je vois mal comment quelqu'un pourrait monter en 2024, enfin 2023 pour les primaires, disputer son leadership et gagner. Ça me semble de la science-fiction totale. Donc elle sera sur la ligne de départ face à un républicain, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, si on regarde le tableau du côté des républicains, on a un Donald Trump qui trouble le jeu et qui continue à vouloir faire croire qu'il va se présenter. S'il se présente, le rapport de force n'est pas en sa faveur, puisque tous les sondages indiquent aujourd'hui que ce soit Joe Biden ou Kamala Harris, il serait battu. Il ne ferait pas le plein du côté des républicains. Mais si c'est un autre républicain, c'est encore pire, puisque là, il y aurait un problème de notoriété Mmh. à dépasser. Et pour pouvoir s'imposer dans le sein du pays, c'est pas une chose gagnée parce que le système américain fait qu'il faut passer par les grands électeurs, gagner un certain nombre d'États. Et pour l'instant, les démocrates sont en meilleure position. Vous allez me dire, il reste 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, je crois que Kamala Harris sera effectivement très bien placée pour succéder à Joe Biden. Eh bien, Jean-Éric Brana, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité, ces relations israélo-américaines et faire ce tour d'horizon avec nous. J'espère à très vite sur Radio J. Belle journée à vous.